Cette semaine, dans Afrique, nous visitons la cité des Gliblons où sont recrutés les tueurs à gages sud-africains utilisés par les membres locaux du parti au pouvoir, le Congrès national africain. Nous irons ensuite à Bambari en République centrafricaine où, après 5 ans de conflit, les anciens combattants ont troqué leurs armes contre des outils agricoles. Enfin, nous verrons comment des programmateurs ougandais se mettent au codage informatique. Mais tout de suite, les titres de l'actualité. Le Kenya n'est pas beaucoup plus avancé qu'il y a 3 mois. Après un deuxième scrutin présidentiel, la victoire du chef de l'État sortant, Uhuru Kenyatta, a été proclamée avec un score de 98,2% des voix. Mais la participation a été extrêmement faible, notamment parce que l'opposition avait appelé à boycotter l'élection et toutes les régions n'ont même pas pu voter. Le leader de l'opposition, Raila Odinga, a promis de ne pas en rester là. Nous continuerons à nous rassembler, à manifester, à organiser des grèves et à présenter des pétitions aux autorités publiques aussi souvent que nous le déciderons. L'opposition a jusqu'à lundi pour, si elle le souhaite, déposer un recours devant la Cour suprême. Élection présidentielle également mouvementée au Libéria. Le Parti de l'Unité, actuellement au pouvoir, a annoncé qu'il allait saisir la commission électorale, dénonçant des fraudes systématiques et à grande échelle. Son candidat, le vice-président Joseph Boakai, accuse la présidente sortante d'ingérence dans le processus électoral et d'avoir pris le parti de son opposant, George Weah, arrivé largement en tête au premier tour. Le candidat en 3e position se plaint lui aussi d'irrégularités et demande que les membres de la commission électorale soient remplacés. Au moins 27 personnes ont été tuées dans l'explosion de 2 véhicules piégés près d'un hôtel du nord de la capitale, Mogadiscio. Le groupe islamiste des Al-Shabaab, affilié à Al-Qaïda, a revendiqué l'attaque qui intervient 2 semaines après l'attentat le plus meurtrier du pays, où plus de 350 personnes avaient trouvé la mort. Les chefs de la police et des renseignements ont été renvoyés. Toute première opération pour la nouvelle force anti-djihadiste G5 Sahel dans le centre du Mali. Formée de soldats nigériens, mauritaniens, burkinabés, tchadiens et maliens, elle vise à combler les lacunes des dispositifs militaires nationaux dans la région du Sahel, devenue ces dernières années un important foyer pour les groupes extrémistes. S'il y a un problème au Mali, du côté du Mali, là où nous sommes actuellement, donc quand ces groupes armés terroristes ou ces bandits armés franchissent la frontière, la partie burkinabé ou la partie nigérienne, et ils sont prêts aussi à les intercepter. Et justement, cette semaine, Boko Haram a encore frappé au Nigeria. Au moins 5 personnes ont été tuées dans un attentat suicide dans le nord-est du pays, épicentre des violences du groupe djihadiste. Ils étaient des milliers à manifester leur joie dans les rues de Bujumbura à l'appel du gouvernement. Le Burundi est devenu vendredi le premier pays à quitter la Cour pénale internationale. Créée il y a 15 ans à La Haye, la CPI a souvent été critiquée par certains pays qui prétendent qu'elle cible injustement les nations africaines. Néanmoins, l'enquête préliminaire lancée l'an dernier par la procureure générale de la Cour se poursuit sur des rapports de meurtre, emprisonnement, torture, viol et cas de disparition forcée. Cette cité est l'un des endroits les plus dangereux d'Afrique du Sud. Dans cette banlieue de Durban, des tueurs à gages sont recrutés et s'affrontent dans une série de meurtres politiques. Des assassinats commis pour prendre le contrôle de la branche locale du parti au pouvoir, l'ANC. Depuis 2014, cette guerre a fait plus de 90 victimes. Nous avons perdu beaucoup d'amis ici. Vous pouvez voir les impacts de balles, les balles tirées sur nous. Il y a des gens qui sont des tueurs à gages ici. Ils sont recrutés par des hommes politiques. Des dizaines de milliers de personnes s'entassent dans ce complexe de 71 foyers dans des conditions sanitaires désastreuses. Il est facile d'y trouver des hommes de main prêts à tout pour quelques billets, sous l'œil complice de la police. Il y a eu tellement de plaintes pour corruption, complicité de la police locale avec les criminels. Certains individus au sein de la police ont été accusés, mais il n'y a pas eu de vraie enquête. Donc les tueurs à gages ont pensé qu'ils pouvaient juste continuer sans être inquiétés. Divisé entre Cyril Ramaphosa, le vice-président actuel, et l'ancienne épouse du président Zuma, Nkosazana Dlamini Zuma, originaire de la région, l'ANC élit son nouveau leader en décembre. Pas une semaine ne passe sans qu'un ou plusieurs délégués de l'ANC ne tombent sous les balles d'un tueur.
Nous ne pouvons pas continuer comme ça. C'est contraire à l'esprit de notre parti. Le contrôle du KwaZulu-Natal est essentiel dans la guerre de succession du président Zuma. En cas de victoire de l'ANC aux prochaines élections, le leader du parti pourrait bien se retrouver à la tête du pays. Richard a troqué les armes pour les outils agricoles. Pendant 5 ans, il était une figure locale importante des anti-Balaka, ces milices dites d'autodéfense, majoritairement chrétiennes, en guerre contre les ex-Séléka, des groupes armés qui affirment protéger la minorité musulmane en Centrafrique. Depuis le cessez-le-feu signé en mai dernier, sa ville, Bambari, a retrouvé une paix relative. L'occasion pour Richard et ses hommes de tenter de passer à autre chose. J'étais agriculteur au moment où ma mère et mon père sont décédés. C'était leur moyen pour nous nourrir. On a grandi là-dedans. C'est pour ça que l'idée m'est revenue. Mes jeunes frères, je veux leur dire que nous avons beaucoup trop souffert. Notre pays a beaucoup reculé. Ça ne sert à rien de prendre les armes. Une arme, ça ne se mange pas. La ferme de Richard s'inscrit dans le vaste chantier du plan DDR, désarmement, démobilisation, réinsertion, lancé par l'ONU et le gouvernement centrafricain en septembre 2017. Des combattants démobilisés fabriquent du savon, des femmes musulmanes et chrétiennes se sont rassemblées en coopérative. À ce stade, le projet pilote concerne 3000 bénéficiaires, dont 1300 à Bambari. On va donner à ces jeunes des kits d'installation, des kits agricoles, j'entends par là, pour pouvoir permettre la mise en pratique des connaissances théoriques qu'ils auront apprises lors des séances de formation. Les autorités centrafricaines sont venues visiter les projets de démobilisation à Bambari, vitrine de la paix dans le sud-ouest du pays. Mais dans les régions avoisinantes, la situation reste très tendue. Sur l'axe Bambari-Bria, c'est une zone où l'instabilité, où la stabilité peut être mise à mal. Il y a effectivement des déplacements d'hommes armés. Depuis 2004, les guerres civiles en Centrafrique ont fait plusieurs milliers de victimes et dans une ville qui se relève difficilement de 5 ans de conflit, le succès de ce programme va dépendre du maintien de la paix, déjà menacée par les tensions entre groupes armés. Karamajong est une des régions les plus pauvres d'Ouganda. Plus de 80% de la population vivrait sous le seuil de pauvreté et la plupart des enfants ne finissent pas l'école primaire. Peter est une des rares exceptions. Il est en dernière année d'études de BTP. Son quotidien, fabriquer des briques en boue et des murs en ciment. Mais aujourd'hui, il découvre une nouvelle matière, le code informatique. Grâce à un groupe de professeurs ougandais venus enseigner à des élèves démunis comment coder. Mes parents n'y connaissent rien à l'informatique ou à la programmation. Même mes frères, qui sont allés à l'école, ne connaissent pas. Mais je pourrais maintenant leur montrer à la maison. C'est quelque chose de nouveau. Ça fait partie de notre monde actuel. Il faut faire comme ci, comme ça, pour qu'eux aussi sachent faire. Les habitants du Karamajong vivent grâce au bétail. Leur principale source de revenus est aussi une source de conflits. Les vols de vaches entre villages ou commis par des voisins kenyans sont courants. Mais dans cette région reculée, longtemps oubliée du gouvernement, les traditions locales priment encore souvent sur l'éducation. Beaucoup de ces élèves sont la première génération de leur famille à aller à l'école. Même si aujourd'hui tout est calme, nous disons aux habitants « Emmenez vos enfants à l'école ». Mais ils nous répondent « Ok, vous nous dites d'amener nos enfants à l'école, mais quels sont les bienfaits de l'éducation? Vous qui êtes bien éduqués, on ne vous voit pas avec beaucoup de vaches. » Ce cours de code est financé notamment par l'Agence belge de développement. Les organisateurs espèrent que ces nouvelles compétences aideront à renforcer la confiance et la créativité des élèves. À Lagos, la mode était à l'honneur pour la Fashion Week avec 49 créateurs venus présenter leur collection. Sur les podiums, des mannequins sexy, mais aussi plus vêtus, venus du nord du pays, musulmans et conservateurs. Les bateaux se sont lancés du Cap en Afrique du Sud pour la Clipper Race, une traversée de 4754 milles nautiques, direction Fremantle en Australie, où ils devraient arriver dans 3 semaines. Dans notre prochaine édition, toujours en Afrique du Sud, nous irons à la rencontre de petits producteurs de bière artisanale qui tentent de percer sur le marché international. À la semaine prochaine.